18h, sur FIM FM, première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Nous sommes mardi 31 octobre 2023. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de FIM Guinée. Merci de nous rejoindre. Et dans FIM Soir, notre deuxième grand rendez-vous d'information, vous le savez, consacré à l'essentiel de l'actualité de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Pour commencer, tout d'abord, comme d'habitude, vous aurez droit à l'essentiel, bien sûr, des infos, avec une édition présentée ce soir par Marie Yamba. Ce sera au compte de plein feu sur l'actu. Ensuite, on ira à la rencontre dans le grand format de Muriel Mugavo, décoratrice évoluant à Lambani, dans la commune de Ratoma. Et notre invité exceptionnel, quant à lui, ce soir, s'appelle Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du parti fidèle, Force des Intègres pour la démocratie et la liberté. Avec lui, il sera essentiellement question des derniers actes posés par les autorités de la transition, notamment l'annulation de plusieurs arrêtés ministériels. Il répondra aux questions de Ali Silla. Et puis, vous aurez droit aussi à l'essentiel de l'actualité sportive et culturelle, respectivement, avec Idrissa Somparé et Orbulovba. Vous aurez aussi à votre disposition le regard de notre rédaction sur l'actualité avec l'éditorial signé Mamadou Diambalde. Mais avant, mesdames et messieurs, commençons la soirée ensemble par les infos et c'est au compte de plein feu sur l'actu. FIM Soir, plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. Et c'est avec vous, Mariamba, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. À la une de votre édition. Un prélude de la série de séances d'évaluation des performances des départements ministériels, les directions générales nationales et les EPA seront évalués demain mercredi. À cet effet, vous aurez le point de vue d'un spécialiste de l'administration dans ce journal. Et puis, désormais, c'est jusqu'au 10 novembre que se poursuivra la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus en Guinée. Ce prolongement consiste, selon les autorités sanitaires, à dépister un nombre important de femmes. FIM FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal vers l'évaluation des directions générales et nationales, les services et les EPA. Cette évaluation qui débute ce mercredi se déroulera en prélude à la séance d'évaluation des performances des départements ministériels qui doit intervenir avant la fin de l'année, précise le Premier ministre. Mais quel est l'intérêt pour la primature de procéder à cette évaluation? Les résultats seront-ils mis à la disposition du grand public? Kiernan Alpha Ibrahima Baldé a posé ces questions à un spécialiste de l'administration publique. Suivez son compte-rendu. Cette évaluation va se dérouler du 1er janvier au 6 novembre 2023. Des cadres de la primature vont se déplacer dans les différentes directions, services et EPA des ministères. Dans chaque ministère, les directions seront choisies de façon aléatoire pour faire une présentation sur leur gestion du 1er janvier au 30 septembre 2023. Une méthode discutable selon Alassane Makanera Kake, spécialiste en administration publique. Pour mieux comprendre le mécanisme, nous devrions être informés d'abord les critères de l'évaluation, les objectifs de l'évaluation, les cibles de l'évaluation. Des observateurs s'interrogent sur la nécessité de ces évaluations. Dr Alassane Makanera Kake apporte une réponse. On évalue pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pour corriger le dysfonctionnement afin d'améliorer le rendement. Maintenant, la question fondamentale se pose: comment corriger? C'est ça qui est important. Comment corriger avec les mêmes personnes, avec les mêmes structures ou avec d'autres personnes? Pour rendre crédible le processus, cet enseignant-chercheur conseille la primature de mettre à la disposition du public les résultats des évaluations. Le résultat issu de ces évaluations doit être publié. Si on ne fait pas cela, on entraîne d'entorser le cou à la loi et au principe. Si ça ne nous intéresse pas, il ne doit pas nous informer. Le chef du gouvernement fait remarquer que seul le cabinet du ministre, les directeurs et leurs adjoints sont conviés à cette séance d'évaluation.
Et puis la question de succession, l'UFDG continue de faire couler un cri salive. Éjecté du parti, l'actuel porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, ne cache plus sa volonté de prendre la place de Cellou Dalein Diallo, mais pour le coordinateur des fédérations de l'intérieur du pays, c'est un débat qui ne les intéresse pas. Leurs préoccupations sont ailleurs, a dit Cellou Baldé dans l'émission Mirador ce mardi. Les questions, les supputations, les agitations, je l'ai dit ici, toujours, j'ai dit que les agitations d'un individu, en tout cas, n'ébranlent pas l'UFDG. Pour nous, la question, c'est l'enjeu de la transition. La question, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. La question, c'est le respect de la charte de la transition. La question, c'est les fondamentaux. C'est la loi électorale. C'est la constitution de notre pays. C'est ça qu'on discute avec nos structures à la base. Pas des questions marginales comme ça. Nous exhortons nos militants à mobiliser dès maintenant tous les documents administratifs, les documents juridiques. On n'a pas aujourd'hui de constitution et de code électoral pour savoir précisément qu'est-ce qui est demandé pour se faire enrôler. On n'a même pas encore, si vous voulez, un consensus sur le comment générer le fichier électoral pour aller au référendum et aux élections. Les opérations de déguerpissement des encombrants physiques lancées depuis quelques jours à Conakry se poursuivent sur le terrain. Ce mardi, les machines à pelle étaient en action dans la commune de Kaloum. Elles ont dégagé les emprises de toutes les rues ainsi que les boulevards du centre-ville. Selon le chef de section urbanisme, cette opération est faite suivant le plan de la commune de Kaloum. Aboubacar Sidiki Kamara nous fait le point. C'est sur instruction du président de la transition que les opérations de déguerpissement ont été lancées depuis des jours dans la commune de Kaloum. Abou Kourouma, chef section urbanisme opérationnel. Les opérations de déguerpissement continuent. Toutes les rues de Kaloum et toutes les boulevards sont intéressées. Il y a de cela un moment, le pouvoir dont le pouvoir actuel a précédé avait fait un marquage et un dégagement. Mais tous ceux qui avaient été dégagés, les gens sont revenus encore. Pour cette fois-ci, les autorités n'entendent pas lâcher prise. D'ailleurs, le chef de section précise qu'ils font ce travail selon le plan de Kaloum. Tout ce que nous faisons, nous agissons conformément au plan. Il n'y a même pas de revendication. Ce plan de Kaloum, ce n'est pas nous qui l'avons confectionné. Nous avons hérité. Donc nous agissons conformément aux règles de l'urbanisme. Avant le dégagement des emprises, dit-il, une équipe est passée pour sensibiliser tous ceux qui sont concernés par cette opération. Devant son magasin, une des victimes fait une invite aux agents. La seule chose qu'on ne va pas accepter, c'est l'injustice. On nous demande de quitter. On ne demande pas à d'autres personnes de quitter. Cette opération, qui n'est pas une première dans le pays, va s'élargir aux autres communes de Conakry. Reste à savoir si les déguerpis ne vont pas revenir après le passage des machines comme à l'accoutumée. S'achemine-t-on vers une nouvelle manifestation des ferrailleurs? En tout cas, selon nos informations, ces acteurs de la ferraille se préparent activement à redescendre dans la rue pour protester contre le retard que le ministère du Commerce est en train d'accuser dans le traitement de leur dossier. Vous vous rappelez, depuis quelque temps, ils sollicitent la cassation du monopole lié à l'exportation des métaux non ferreux. Des négociations sont engagées entre eux et les autorités, mais elles peinent à faire bouger les lignes. Yatea Kamara. L'exportation des métaux non ferreux reste limitée par le ministère du Commerce à la demande d'une unité industrielle qui intervient dans ce secteur. Cette décision est toujours décriée par les acteurs locaux des ferrailles. Pour ces derniers, les métaux non ferreux constituent le socle de leur business, rappelle ce collecteur. Les ferrailleurs roulent dans les métaux non ferreux. Ceux qui vont acheter aujourd'hui, ils revendent demain ou après-demain pour tirer, dans dépend de la famille dedans, payer le magasin, payer tout. En un mot, ça fait rouler les ferrailleurs dans leur business. À cause de l'interdiction de l'exportation de ces métaux non ferreux, de nombreux ferrailleurs locaux sont dans la tourmente, affirme Sekou Sidibé. Aujourd'hui, il y a assez de personnes qui sont assis. Leurs magasins sont fermés parce que tout simplement le non ferreux là est bloqué. Même hier, il y avait un collecteur qui était devant nous qui ne faisait que pleurer parce que tout simplement il a fini de manger son capital. C'est pour éviter de sombrer que tous protestent à la faveur d'un de leurs sit-ins au ministère du Commerce. Le ministère de la Justice s'est intéressé à leur dossier. L'implication de Charles Wright a favorisé la mise en place d'une commission, mais jusqu'ici celle-ci n'a à son actif qu'une évaluation. L'évaluation, c'est dans les deux industries qui transforment le fer
et non ferreux, on a passé pour évaluer leur capacité. Après, nous sommes passés dans les dépôts. Ce que la commission a fait comme travail, c'est ça. Depuis qu'on a fini l'évaluation là, le rapport se trouve avec eux dans les tiroirs. Donc, ils ne nous disent rien par rapport à ça d'abord. Et si rien n'est fait, prévient notre interlocuteur, les manifestations des rues sont inévitables. Nous voulons vraiment que ça avance, mais si on voit que ça n'avance pas, vraiment, on n'a pas d'autre recours si c'est pas la rue. La solution, il faut que le ministère nous aide à libérer le secteur. S'il ne nous aide pas, ça va chauffer encore parce qu'on ne peut pas rester bras croisés face à cette situation, a-t-il insisté. Un présumé voleur a été lynché à mort ce mardi à CBA Kontia dans la préfecture de Koya. Lui et 3 autres personnes ont été appréhendées par des conducteurs de taxi-moto après avoir braqué une boutique de transfert d'argent. Selon le grand frère de la victime, ces présumés malfrats ont pointé leurs armes sur sa sœur qui se trouvait dans la boutique avant d'emporter plus de 50 millions de francs guinéens. Je vous propose d'écouter Abiba. Ça s'est passé aujourd'hui environ les 8h, 9h comme ça. C'est une seule personne d'abord qui est venue, il est rentré dans le magasin. Il s'est assis, frère à une fille qui travaille pour elle là. Elle a demandé le monsieur, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur lui dit, je veux un retrait, mais j'ai assigné un appel. Après, le gars, il est assis environ des minutes. La fille aussi l'a dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bêtement, il s'est levé. Il a voulu foncer le vitre pour aller derrière. Mais c'est là, la fille aussi a eu l'intelligence d'appeler Boubacar. Le monsieur est rentré, la fille s'est battue avec eux. Ça a trouvé que maintenant, ses amis sont venus, sont rentrés. Ils ont mis le fusil sur elle. Boubacar aussi, comme l'entend au téléphone leur problème, et directement, Boubacar aussi a appelé les voisins, les gens. On m'attaque. Les bandits ont compris que là, les gens dehors, ils sont au courant, ils sont sortis dehors, ils ont tiré. Les gens ont eu un peu peur, ils ont monté sur les motos, ils ont parti les gens. Abiba dénonce la complicité d'un agent de sécurité qui, selon lui, a empêché les citoyens de mettre main sur tous les présumés malfrats. Il a été joint par Amadou Ribari. De Kuntia jusqu'à Ketaya. À Ketaya ici qu'on a pu mettre la main sur eux. Leur chef là, la BAC l'a pris lui d'abord, l'a envoyé. Ça trouvait que les deux, la population les a frappés, l'autre à mort. Ils ont fait l'attaque là. Ils sont sur leur moto là. Au Califo Seba, il y a un qui est tombé là-bas. Les jeunes sont venus pour le prendre. Il y a un autre militaire qui était sur la moto qui est venu. Il a dit Warabolo. Il l'a pris, il l'a mis sur la moto. Il dit celui qui va le prendre, je vais tirer sur lui. Mais les jeunes n'ont pas eu peur sur ça. Il a mis sur lui, sur la moto, puis allez, ils sont partis. On reste dans ce cadre pour dire que le phénomène de vol dans les mariages aussi devient récurrent à Conakry. Des voleuses se font passer pour des membres de la famille pour importer des objets de valeur et des sommes d'argent. Le dernier cas en date s'est produit à Dar Salam, dans la commune de Ratoma. Selon Aminata Silla, une femme qui s'est illustrée dans cette pratique a disparu avec la dot de sa sœur. On l'écoute. La cérémonie a débuté le jeudi et le vendredi, c'était le mariage religieux. Nous, on pensait que la femme était de la belle famille. Donc, quand le mariage religieux a pris fin, la dame est venue auprès de ma petite sœur en disant que Fatim, elle a dit à ma petite sœur que elles ont pris la photo, on s'amusait très bien. Elles sont montées dans la voiture ensemble, elles sont parties chez mon beau-frère à Bossiaport. Elle accompagnait ma petite sœur au salon. Maintenant, arrivée au salon, elles étaient là-bas, elles attendaient maintenant que la coiffeuse arrive. Maintenant, ma petite sœur a reçu un appel de son couturier parce que toutes ses tenues n'étaient pas prêtes. En partant d'abord, ma petite sœur avait enlevé la tenue du mariage religieux, le sac qui contenait la dot. Elle avait mis ça dans un caoutchouc. Les talons qu'elle était censée porter le jour du farignard et tout, sa perruque, son argent, tout. Et ma petite sœur est partie chez le couturier. Donc, comme elle a tardé là-bas, elle voulait lui dire quoi de rentrer à la maison comme ça. Elle a tenté le numéro de la dame. Le numéro ne passait pas. Après la publication sur les réseaux sociaux de ces images, plusieurs personnes victimes ont reconnu la mise en cause. La famille Silla annonce une plainte contre l'accusé qui est introuvable pour le moment. Aminata Silla invite les autres à la prudence. On n'a pas de nouvelles de cette dame. Hier matin, je me suis connectée. Je vois une autre publication qui parle de la même dame. Quand elle est quittée ici, elle s'est rendue dans une autre famille à Sangoya là-bas. Là-bas même, j'apprends qu'elle a volé 22 pailles non cousues, de l'or, de l'argent, les téléphones, les talons et autres là, et les perruques. Je fais ma publication et je reçois d'autres appels. Parce que quand j'ai fait la publication, j'ai mis mon numéro là-bas. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont appelé pour me dire que la dame a fait la même chose chez eux aussi. Il y a même une dame qui m'a dit que quand elle est partie chez elle, qu'elle a volé là-bas 12 millions, quelques objets comme ça. En fait, je voudrais
dire à toute personne, quand vous voyez un étranger dans votre famille d'abord, essayez de vous renseigner sur la personne parce que là, comme ça, on peut se faire avoir facilement et puis de façon très, très bête en fait. Parce que nous, la dame, elle nous a eu, on ne savait pas du tout qu'elle n'était pas de la famille de notre beau-frère et tout. Donc, tout le monde doit faire attention. La Fondation Djamila a procédé hier lundi au lancement officiel d'un projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles le long du corridor transguinéen. La cérémonie a eu lieu à Saint-Guélin, c'est dans la préfecture de Forêt-Caria, une des zones ciblées. En tout, 300 jeunes filles vont bénéficier d'un programme de formation dans plusieurs domaines, notamment la couture et le développement personnel. Hadiaka Debari était pour nous, suivez son compte-rendu. L'initiative est de la Fondation Djamila et elle est entièrement financée par Rio Tinto à hauteur d'1 milliard de francs guinéens. Plusieurs modules sont prévus pour les 300 bénéficiaires comme l'inclusion financière et l'accès au marché en vue de permettre aux participantes de devenir autonomes dans un proche avenir. Dinaba Keita est la directrice exécutive de la Fondation Djamila. Nous avons décidé de lancer officiellement le projet à Saint-Guélin, dans la préfecture de Forêt-Caria. Et ensuite, nous avons la préfecture de Farana. Et ensuite, nous avons aussi la préfecture de Kissidougou, la préfecture de Zérékoré et la préfecture de Beila. Et dans toutes ces préfectures, nous avons des pilotes. Donc à Forêt-Caria, nous allons nous focaliser sur la couture, sur la fabrication des pavés et sur la culture maraîchère. À Kissidougou, nous allons nous focaliser sur la saponification et la culture maraîchère. À Zérékoré, nous allons nous focaliser sur l'agriculture, sur toute la chaîne de valeur, de la production au conditionnement, à l'emballage, à l'accès au marché. Et à Beila aussi, nous allons nous focaliser sur toute la chaîne de valeur agricole aussi, pour pouvoir renforcer les capacités de ces jeunes filles. Selon la responsable du département de développement économique et régional de Rio Tinto, ce projet n'est qu'une phase pilote. De nombreuses autres actions seront également entreprises au bénéfice des communautés. Sandy Wilhelm. Ce programme pilote est le premier d'une série de projets similaires. Il posera les bases pour le déploiement de programmes de ce type dans d'autres régions de la Guinée, et notamment le long du corridor de développement transguinéen qui s'étend du site de projet Simandou à proximité de Beila jusqu'à Forêt-Caria. Nous avons le privilège de contribuer à l'avenir de la Guinée en soutenant les communautés locales dans la concrétisation du projet historique Simandou. Mawa Sissé est l'une des bénéficiaires du programme. La jeune dame entend déjà s'investir pour acquérir de nouvelles compétences. Je suis très heureuse d'être parmi les bénéficiaires de ce projet. Si vous avez un métier, vous avez forcément une source de revenus à vie. Je demande à mes camarades qui sont aussi participantes de prendre cela au sérieux. À Forêt-Caria, un centre de formation a été mis à disposition au compte du projet qui s'étendra sur 6 mois. Les autorités locales ont promis d'apporter leur appui aux initiateurs dans la mise en œuvre du programme. La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus va se poursuivre jusqu'au 10 novembre. En plus du site de Caporo, 3 autres centres sont maintenant opérationnels pour permettre aux femmes en âge de procréer de se dépister gratuitement. Le programme national de lutte contre le cancer qui a reçu de la part de l'État un important lot de kits espère dépister au minimum 2000 femmes. Mawa et Vassila. La sensibilisation, la lutte et le dépistage volontaire contre le cancer du sein et du col de l'utérus se poursuit toujours en Guinée. En raison du retard de mobilisation des ressources humaines et matérielles, les autorités sanitaires ont jugé nécessaire de prolonger la campagne. Dr Mamadou Bobo Soare est médecin épidémiologiste au programme national de lutte contre le cancer. Compte tenu de la mobilisation tardive des ressources pour disponibiliser les kits au niveau des sites de dépistage, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 10 novembre la campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez nous. Ce prolongement a été possible grâce à l'implication de la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, colonel Aminata Diallo. Désormais, 4 centres sont disponibles pour effectuer les dépistages, informe Dr Soare. Il y a le CMC Bernard Kouchner à Kaloum, le CMC Matam-Tam, le CERFO PCG à Donkap et il y a le centre Aminata Soare à Caporo. Depuis le début de l'opération,
édition, plus de 1000 femmes ont été dépistées. L'affluence a augmenté, se réjouit Dr Mamadou Bobo Soiré. Au début, il n'y avait pas d'engouement. Maintenant, on rejette même certaines femmes parce que il y a un quota qu'on prend par jour compte tenu de la charge de travail. Il y a certaines femmes qui viennent même plus tôt à 6 heures. Ils restent jusqu'à 12h, 13h, 14h pour se faire dépister. Donc, il y a un engouement maintenant. Les femmes sont mobilisées pour le dépistage. La campagne va se poursuivre jusqu'au 10 novembre prochain. Des réductions de coûts sur les frais de mammographie et de scanner ont été obtenues par le Programme national de lutte contre le cancer pour certains sites, notamment Donka et celui de Koléa. Et voilà, mesdames et messieurs, cet élément met fin à ce journal. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, à Mamadou Aliou Bangoura pour la réalisation. Film Soir se poursuit avec vous, Ibrahima Khalil Diallo. Merci beaucoup, Mariamba. Mais vous restez avec nous dans ce studio car on va vous retrouver et dans une dizaine de minutes pour faire cette fois-ci un autre point complet sur l'actualité internationale dans le Transinfo. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la direction de Koya au compte de Interland. Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. La reprise des cours par les enseignants contractuels est effective dans la préfecture de Koya. C'est le constat fait par notre reporter sur place. Dans la plupart des établissements scolaires sillonnés, et des enseignants se sont réjouis du protocole d'accord signé par les responsables de ces contractuels, les syndicats et le gouvernement. Mohamed Dekarba Bangoura nous en dit plus. Nous sommes dans une classe de l'école primaire de Doumbouya. Thérèse Oulare, enseignante, est contente d'avoir repris le chemin de la classe. Moi, j'étais tellement gênée du fait de rester à la maison comme ça. Et il y a les enfants à l'école. Je suis tellement satisfaite du fait qu'on a repris les cours. Parce que là, les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. C'était pas facile. Moi, j'étais à la maison, mais mon cœur saignait. Pour passer dans les écoles, nous évaluer dans les classes, vraiment ça me va droit au cœur. Cette reprise est intervenue après la signature d'un protocole d'accord entre les contractuels et les autorités. Fatoumata Yari Bangoura, enseignante de l'école primaire de Koya Centre, croit à cet accord et soutient la coordination nationale des enseignants contractuels. Nous avons eu confiance à nos représentants qui sont nos syndicalistes. Ils nous ont valablement représentés devant les autorités et le gouvernement. Et si ce combat a mené jusqu'à signer un contrat qui stipule que l'intégration peut avoir lieu sans concours, moi je pense qu'il n'est pas à mal de vraiment suivre ces syndicats qui aujourd'hui nous autorisent et nous demandent d'être dans les différentes classes. Dans le protocole d'accord, plusieurs engagements ont été pris par les parties signataires. Mamadou Hadi Diallo, coordinateur préfectoral des enseignants contractuels de Koya, revient sur ces engagements. Puisque si l'idée ministre de la fonction publique toujours c'est poser des lois et puis sérénité avec la loi. Pour accéder ici à la fonction publique locale, il faut passer forcément ici par un concours. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, nous allons faire ici ce concours, mais le concours que nous allons faire, c'est entre nous, en pratique encore des classes. Reste à savoir si ces engagements seront respectés. Allez, merci donc à Karba Bangoura pour ce reportage. Il est 18h passé de 22 minutes ici à Conakry et en temps universel. Voici pour vous l'essentiel de l'actualité internationale au compte du Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Bonsoir Mariamba. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Plus de 70 personnes sont toujours portées disparues dans l'état de Taraba au Nigeria depuis samedi suite au naufrage d'un bateau selon des responsables de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence. 14 passagers ont été sauvés, 17 corps ont été repêchés dans une rivière. Cette embarcation transportait une centaine de personnes dont des commerçants et des enfants. Elle a chaviré alors que ces passagers se rendaient marcher dans le village
village de Mayo au Ranewa dans le district de Karim Lamido dans l'est de Taraba au centre-est du Nigeria. Le président américain Joe Biden a déclaré le 30 octobre qu'il avait l'intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. L'AGOA est une loi offrant des facilités commerciales aux pays africains pour exporter leur production aux États-Unis. Le Sénat a adopté ce lundi une proposition de loi de la droite visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. Au jour de l'inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts, j'y arrive après des débats très animés qui ont ravivé le clivage gauche-droite. Les sénateurs ont voté 221 voix contre 82. Ce texte qui permet d'interdire l'utilisation de l'écriture inclusive dans un large panel de documents, actes juridiques, modes d'emploi et contrats de travail. Rien n'assure néanmoins que ce texte sera ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale préalable à son adoption définitive. Merci bien, Mariamba. Et parfois, pour mieux cerner les contours d'un événement, il faut aller dans les coulisses de son organisation et c'est justement ce que nous allons faire dans un instant avec les coulisses. Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Et c'est le correspondant de Guinée News à Kankan que nous recevons comme invité. Cher Serou Berté est déjà en direct. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Film FM. À Kankan, on parle d'un incendie qui a fait 2 morts. C'est d'énormes dégâts au quartier Kankan-Koura. C'est d'ailleurs le titre d'un article que vous avez traité et publié ce mardi dans les colonnes du site d'information guinénews.org. Et quelles sont les causes de l'incendie et les dégâts enregistrés au cours du drame? Bon, voilà déjà, d'après ce qu'on sait, l'incendie serait parti d'un coup surpris. Parce que d'après les explications des rescapés du sinistre, c'est les environs de 2 heures du matin aujourd'hui, mardi 30 octobre 2023, qu'ils ont constaté qu'il y a quelques appareils électroménagers qui se trouvaient dans la maison qui ont commencé à propager de la fumée. Donc ce qui a réveillé du coup toute la famille, quoi, parce que voilà, la fumée commençait à étouffer et à leur réveil, ils ont constaté que voilà, de la fumée, on est passé aux flammes directement et les flammes se sont activées et c'est parti pour l'incendie. Là, maintenant, c'était le sorti que dans ce noir-là, en plein 2 heures du matin, donc ils ont cherché à se sauver. Sauf que dans la maison, il y avait beaucoup de petits garçons qui étaient couchés, qui n'étaient pas réveillés. Déjà, il y avait un vieux à la maison de 70 ans environ, avec sa femme. Ils ont réussi à sortir de la maison, mais sauf qu'il y a 4 garçons, leurs petits-enfants qui étaient encore à l'intérieur. Alors, il était question de ne pas les laisser, de ne pas les abandonner. Donc le vieux s'est donc lancé d'après les témoignages. Bien, merci beaucoup, Cher Sekou Berté. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Guinée News à Kankan. Merci bien d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, le regard de notre rédaction sur l'actualité avec l'éditorial. Film Soir, l'édito, l'actu vue par Mamadou Diane Baldé. Au moins d'1 mois du congrès devant donner lieu au renouvellement des instances dirigeantes du football guinéen prévu le 25 novembre prochain, c'est la veillée d'armes au sein des états-majors des candidats en lice pour cette course à l'échalote et chacun des membres du Quator est présent dans les starting blocks est en train de peaufiner sa stratégie de campagne afin d'amener les votants à se rendre à ces arguments le jour J. Et si le général Mathurin Bangoura, président du club industriel de Kamsar, est fort du soutien du G4-7 dont il est le porte-drapeau, passe aux yeux de maints observateurs comme le favori de cette élection et ses concurrents ne s'avouent pas vaincus outre mesure. Et car, comme l'on sait tous par expérience, une élection n'est jamais jouée d'avance. N'est-ce pas, Mamadou Diambaldé?
Le monde du football a beau fonctionner en vase clos, donnant ainsi une longueur d'avance aux candidats du G47 qui s'attend à rafler la mise haut la main lors de cette compétition élective. Des outsiders comme Abdul Karim Bangoura, ancien sociétaire du Sili national, ont beau jeu de tenter leur chance. Sans oublier Bouba Sampil de l'association sportive du Kaloum ou Almami Silla de l'écurie Sor, tous convaincus de la légitimité de leur candidature à cette élection censée ouvrir une nouvelle ère pour le renouveau du football guinéen. Après près de 2 ans de gestion d'un comité de normalisation mis en place à brûle-pourpoint par la FIFA en décembre 2021 pour expédier les affaires courantes suite à un psychodrame qui avait grippé la machine de l'institution footballistique. Cette élection qui pointe à l'horizon va couronner le mandat du CONOR qui pourrait ainsi s'en aller avec la satisfaction du devoir accompli, sauf que le profil de certains candidats, y compris celui de la tête de liste du G47, suscite moult interrogations et appréhension chez certains aficionados du cuir rond. Ceux qui poussent ces cris d'orfraie ne figurent certes pas parmi les électeurs, mais leurs avis devraient pour autant compter en tant que Guinéens, quand on sait que c'est le destin de notre sport roi qui se joue, que cela ne se fasse surtout pas à quitte ou double au nom d'intérêts égoïstes. C'est d'ailleurs pour débarrasser le bon grain de l'ivraie que le CONOR a été mis en place, mais à cette allure, on a bien peur que ce ne soit un cauteur sur une jambe de bois. La porte étant de nouveau hermétiquement fermée aux enfants de cœur au profit des loups du business, comme pour dire que la transition du CONOR n'aura été qu'une manœuvre dilatoire. Les mauvaises habitudes ayant la peau dure au sein de notre univers footballistique, le retour des vieux démons ne sera donc qu'une question de temps. Même après le congrès du 25 novembre, ça risque d'être le même cercle vicieux, à savoir bondir d'une crise à l'autre. Merci à Mamadou Diambaldé pour cet éditorial. Place au grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. À la rencontre de Muriel Mogavo, décoratrice évoluant à Lambani dans la commune de Ratoma, âgée seulement de 25 ans, cette jeune femme utilise des morceaux de papier pour proposer divers articles à ses clients. À travers son activité, son talent est apprécié par de nombreux citoyens de la capitale qui passent dans sa boutique. Et pour passer des commandes afin de rendre beau leur environnement, Mohamed Dienab Souma a réalisé ce reportage. Suivez son compte rendu. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? C'est dans un environnement serein et calme que Muriel Mogavou a accepté de nous accueillir dans sa boutique de 5 mètres carrés basée à Lambani. Passionnée de la décoration dès son jeune âge, Muriel se rappelle encore le jour où tout a basculé chez elle dans cette activité. La petite histoire, c'était en septembre 2019 lorsque j'ai été choisie pour faire la décoration de mon église. Donc à l'époque, je n'avais aucun savoir-faire et on m'a remis un budget de 300 000 francs guinéens. Donc je me demandais avec 300 000 francs comment j'allais décorer une grande église. Donc moi tout de suite je pensais aux décorations qu'on vendait à Madina. Après cette réalisation-là, tout de suite ça m'a passionnée. À l'intérieur de sa boutique sont exposées des dizaines de créations faites à base de papier composé de différentes couleurs. Parmi elles est visible un tableau représentant une mère qui tient à la main son bébé. Ça c'est un tableau que j'ai réalisé à l'occasion de la fête des mères. Voilà, donc le tableau a pour thème amour maternel. Et comme vous le voyez là, c'est vraiment un tableau typique. On voit une mère qui a son bébé et c'est écrit en bas maman. Donc c'est un magnifique tableau à offrir à l'occasion de la fête des mères. Sous l'œil vigilant de Muriel, depuis tôt ce matin, Frédéric Tao, son collègue, est sur pied pour la finition d'une commande. Il parle de la pression du travail. Parfois, c'est stressant, surtout quand le client passe la commande et que tu dois te fracasser pour trouver les couleurs exactes du logo. Franchement, c'est agaçant. Et aussi, il y a la pression aussi de madame qui est là. Il faut que vous soyez fort pour que ça soit apprécié. C'est ça. Parce qu'il faut tout faire dans le temps, respecter le délai.
Vraiment, on fait tout pour respecter le délai. Cet argument de la fondatrice a fait de cette femme qui a requis l'anonymat un habitué des lieux. Elle vient de recevoir sa commande. J'ai bien adoré mes articles. Ils sont bien jolis. J'ai adoré vraiment. Merci beaucoup. Merci. La montre est parfaite. Très jolie. Je serai une cliente fidèle à vous. Aujourd'hui, Muriel a pour ambition d'élargir son activité pour mettre en valeur son talent. C'est vraiment que cette entreprise-là grandisse afin que j'ai plus de collaborateurs parce que pour le moment, nous ne sommes que 2. Mon rêve, c'est vraiment que toute la Guinée connaisse l'importance de 2MH Création et sache qu'on peut réaliser assez de trucs avec du papier. Pour joindre les deux bouts, Muriel et son équipe se serrent la main. Mais en attendant, avec cette création, elle nourrit l'espoir de vendre la culture guinéenne à travers le monde. Allez, merci à Mohamed Dienab Souma pour ce reportage. Notre invité ce soir, c'est Mohamed Lamine Kaba, président du parti fidèle Force des Intègres pour la démocratie et la liberté. Avec lui, il sera essentiellement question des derniers actes posés par les autorités de la transition. Il répondra aux questions de Ali Silla. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger du ballon. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Idrissa Sompare, bonsoir. Oui, bonsoir Khalil et bonsoir à tous. La FIFA donne raison à Las Bangoura. Las Bangoura, bien entendu. Et effectivement, en tout cas la FIFA qui a signifié que le club de la Guinée, plutôt de l'Équateur, j'allais dire, le club qu'on appelle Emelec, où évoluait le Guinéen Las Bangoura, doit verser $27,000 aux joueurs guinéens et pour salaire impayé au cours de la saison 2020-2021, où le joueur a joué. En tout cas, le joueur est venu devant cette instance pour réclamer ce que le club lui devait après son passage à Bombilo. Et cette année-là, Las Bangoura a disputé 19 matchs et il a marqué aucun but. Emelec, c'est le nom du club, dispose de 15 jours pour régler sa dette et éviter toute sanction importante en cas de non-respect. En tout cas, les Blés ont pu démontrer, le club de Emelec a démontré qu'ils avaient effectué certains paiements aux footballeurs guinéens, mais ils n'ont pas fait dans la totalité. Et Las Bangoura, après avoir quitté Emelec, joue actuellement pour le club de Lamia dans le championnat grec. Et ses droits, en tout cas, appartiennent au Rayo Vallecano, mais il reste désormais un joueur libre. Et je rappelle d'ailleurs que la somme, c'est de $27,000. Marcus vit dans une boîte de nuit. Oui, effectivement, Marcus Rashford fait l'objet de critiques en Angleterre pour avoir été aperçu en boîte de nuit à Manchester quelques heures après la défaite face à Manchester City. C'était sur le score donc de 0-3. Mais le site anglais, le Telegraph, précise aussi que l'attaquant plutôt de Manchester United est arrivé à l'heure à l'entraînement lundi matin à Carrington. Et toutefois, cette sortie après un revers passe mal auprès des supporters locaux qui, en tout cas, laisse entendre dans la publication anglaise et ce qui montre que la défaite contre City n'avait pas fait mal aux joueurs. Et aujourd'hui, il est le sujet de plusieurs critiques. Bien, enfin, Vinicius prolonge avec le Real de Madrid. Oui, on va donc donner quelques informations du Real Madrid en commençant par Vinicius. L'aventure entre Real Madrid et Vinicius Junior n'est pas prête de se terminer. Le Brésilien, il a prolongé son contrat avec les Merengues jusqu'en 2027 et il possède aussi une énorme clause libératoire. Vinicius Junior a décidé de prolonger son bail pour 3 ans avec la Casablanca. Vini a été recruté au Flamengo plutôt, un club brésilien, pour une somme de 45 millions d'euros. Et sa clause libératoire a désormais atteint les sommets puisqu'il faudra payer 1 milliard d'euros pour le faire sauter, selon les informations de Fabrizio Romano. Et le club merengue vise un époustouflant coup de double pour les objectifs donc de faire signer désormais Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2024. En effet, en dehors donc de Jude Bellingham, Florentino Pérez a aussi en tout cas vu un été très énorme pour le Real Madrid en investissant tout de même, puisqu'il faut le rappeler, la saison passée il n'a pas du tout mis assez d'argent et malgré les grosses blessures qui ont entraîné certains joueurs, il a préféré garder son effectif. Et le patron de Real a agi ainsi. C'était pour réaliser un mercato historique en 2024 et en effet la presse espagnole en tout cas est maintenant d'accord pour dire que le club de la Casablanca veut à la fois recruter Kylian Mbappé, Erling Haaland l'été prochain, dont Ballon, c'est un site espagnol, confirme aussi que le Real Madrid devrait se séparer d'un ou de 2 joueurs pour faire la place à Rodrigo et en tout cas Rodrigo pourrait être l'une des victimes de cette double opération.
mais plus que jamais, Florentino Pérez est déterminé à associer Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius et Bellingham pour faire, comme il a fait dans les années, créer une nouvelle ère donc des galactiques de la formation donc du Real Madrid. Et pour terminer avec cette information de nos basketteurs, le match qui opposait en tout cas Bangui Sporting au club de Slack, c'est au compte justement d'une compétition de l'Afro Basket pour justement en tout cas permettre aux Guinéens qui étaient entrés en ligne de compte pour la qualification au bowl. Il faut surtout dire que les Centrafricains ont plutôt réussi à s'imposer au dernier moment en s'imposant sur le score de 88 à 79. Et le prochain match de Slack, le club guinéen, est prévu pour mercredi prochain. Ça sera le 1er novembre et ça sera contre la formation d'Abidjan Basket Football Club. Ça sera à partir de 13h. Merci beaucoup Idrissa Samparé pour toutes ces informations sportives. Et puisqu'il n'y a qu'un très petit pas entre le sport et la culture, mesdames et messieurs, voici pour vous Info Culture. Film Soir. Info Culture. Et c'est avec vous, Orbilova. Bonsoir. Bonsoir, Prési. Bonsoir à tous. On parle de Kilimanjaro Music Awards avec un prix pour Aïcha la Limousine. Aïcha Silla, surnommée affectueusement la Limousine de Montréal, a récemment été honorée du prestigieux titre de meilleure artiste féminine afro-canadienne au Kilimanjaro Music Awards KMA 2023. Et ce succès fulgurant n'est pas un simple hasard, mais plutôt le résultat d'années d'efforts acharnés et de collaboration au sein du label renommé Galet Multimédia GMG. Le talent d'Aïcha Silla s'est véritablement révélé avec la production de ses hits à succès tels que Mbarina en 2022 et Ndundu en 2023 qui ont su conquérir les cœurs des mélomanes. Ces réalisations exceptionnelles ont sans aucun doute contribué à la nomination et à sa victoire au KMG. Et c'est de Cita News. Nous partons en Belgique pour évoquer cette polémique qui a éclaté au musée royal de l'Afrique centrale autour d'une exposition de Teddy Mazina. Oui, en Belgique, le musée royal de l'Afrique centrale a restreint l'accès à une exposition sur ses archives photographiques coloniales. La direction a estimé que les images sélectionnées par l'artiste burundais Teddy Mazina n'étaient pas assez replacées dans leur contexte et a décidé de n'ouvrir l'exposition My Name is Body que pour 2 journées de visite guidée en présence de l'artiste. Sur les murs de la salle d'exposition, il y a des clichés d'hommes noirs enchaînés sans nom, seulement qualifiés du terme raciste nègre. Il y a aussi des clichés des jeunes femmes africaines entièrement nues. En présence de la manière brute des photographies prises dans les anciennes colonies belges accompagnées de leur légende d'origine, Teddy Mazina entend souligner l'absurdité et la violence du regard colonial et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et ces photographies datent d'une époque où les racistes est très présent, où il y a une volonté de classifier l'humanité avec l'homme blanc au-dessus et l'homme noir tout en bas. La violence des images et des légendes répond à un besoin de justification de l'entreprise coloniale et elle continue de nous affecter aujourd'hui. Et ces images ont été créées en fantasme de l'Afrique comme continent sauvage qui est resté ancré dans l'esprit des gens. L'exposition comporte également des interviews de scientifiques du musée qui présentent l'histoire des missions photographiques coloniales et qui évoquent des enjeux de propagande derrière ce type de cliché. Cela n'a pas été considéré comme une médiation suffisante par la direction qui a souhaité que le public n'ait accès qu'en présence de l'artiste. Pour Teddy Mazina, ces restrictions font désormais partie intégrante de l'exposition en générant un débat. Les documents présentés sont tirés des archives du musée de Tervuren, une institution longtemps dédiée à la promotion de la colonisation, mais qui a entamé une métamorphose il y a 10 ans en adoptant un regard critique sur son histoire et ses collections. Pour Bar Ouvry, son directeur général, il est donc impossible de présenter des images et des mots racistes sans filtre. Et c'est de RFI Prési. Allez, merci beaucoup Orbulova.
Merci bien. Ensemble, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 18h passé de 42 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va entamer le dernier virage de Film Soir avec l'invité. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Ce mardi, au compte de l'invité Film Soir, nous recevons Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, force des intègres pour la démocratie et la liberté. Avec ce leader politique, il va être question des derniers actes posés par les autorités de la transition, notamment l'annulation de plusieurs arrêts ministériels. Il est interrogé par Ali Silla. Bonsoir, monsieur Mohamed Lamine Kaba. Bonsoir, monsieur Silla. Monsieur Kaba, depuis un certain temps, de nombreux actes sont posés par le CNRD. C'est le cas notamment de la confiscation des passeports, de l'interdiction des DAF à quitter le pays. Le dernier cas, c'est l'annulation de plusieurs décisions prises par les différents ministres. Qu'est-ce que tout cela vous dit, monsieur Kaba? Je pense bien que nous sommes dans ce qu'on appelle la réforme. La réforme exige à ce qu'on arrive à rompre avec les habitudes et les comportements du passé. C'est un assainissement général en ce qui concerne cette refondation. À cet effet, vous vous souviendrez également que les militaires avaient des tenues qui étaient en possession, alors d'autres personnes qui n'étaient pas du corps, vous le savez. La réforme a jugé nécessaire de faire en sorte que d'autres, les militaires désormais, les militaires et les paramilitaires désormais à d'autres tenues, faisant de l'esprit qui est en possession de tous. Si cela a été fait, a été admis, et c'est la même raison justifierait aussi les passeports. Il y a certaines personnes qui ont des passeports diplomatiques, qui ont des passeports de service, qui ont les ordres de mission au compte de l'État, mais qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne sont pas à la mission de l'État. Donc du coup, la logique voudrait, pour mettre fin à tout cela, de faire une formalité pour définir pour une exigence la démarche de posséder de ces documents de voyage. Je crois que c'est pour cette raison que j'ai jugé nécessaire de retirer d'abord ce que les autres ont. Et comme je viens de vous dire, le cas des tenues militaires qui étaient en possession de certaines personnes qui n'étaient pas du corps, mais aussi de faire en sorte de définir la formalité, qui doit le posséder, quelle doit être cette fois-ci la qualité et même visuelle. Je crois que tout ça, ce sont des bonnes démarches qu'il faut approuver et nous pensons que cela va dans la ligne de la refondation. Ce sont des bonnes démarches qu'il faut apprécier, mais est-ce que M. Kaba, cela ne s'assimile pas à de l'amateurisme? Je ne pense pas. Pour moi, c'est du professionnalisme. Le professionnalisme qui voudrait que les choses fonctionnent selon les normes. Et je pense que cette démarche est à féliciter et nous croyons fermement que... Mais M. Kaba, on retire des passeports diplomatiques au ministre alors qu'on sait bien que la détention du passeport diplomatique ne permet pas tout de suite à un ministre d'aller là où il veut. Il faut un ordre de mission. Oui, mais de toute façon, il y en a qui ont des passeports diplomatiques qui ne sont pas forcément des ministres. La loi est impersonnelle. Lorsque vous voulez généraliser, ça doit être appliqué à tous. C'est ce que je pense. Ce n'est pas, comme certains disent, que c'est une façon de ridiculiser les membres du gouvernement. Non, ce n'est pas cela. On sait qu'ils ont été bénéficiaires d'un décret du président. Ce n'est pas ça le problème. Où se trouve le problème? C'est parce que, je viens de vous dire tantôt, j'ai commencé à répondre à votre question par l'exemple des militaires paramilitaires. Lorsqu'on dit à un militaire de ne plus porter l'ancienne tenue, ça ne veut pas dire qu'on désapprouve son appartenance à l'armée. Ce n'est pas de cela. Mais c'est une façon de restituer, de donner une nouvelle couleur parce que l'ancienne tenue que les militaires possédaient, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas des hommes du rang qui en avaient. Donc une façon de rompre avec tout cela, il faut absolument retirer cela et faire une nouvelle dotation, cette fois-ci avec assez d'exigence pour ne pas que ça soit à la portée de tous. Et de la même manière, si on retire aujourd'hui des passeports, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront plus de passeports. Mais cette qualité au passeport, c'est que je dis, ça peut être changé de façon visuelle. Si c'est la couleur, le passeport diplomatique est la couleur rouge, peut-être on peut donner maintenant la couleur bleue comme passeport diplomatique si ça fait partie du principe universel. Si ça ne dérange pas le protocole universel. Aujourd'hui, on le sait qu'il y a des cadres, ou pas des cadres, des commerçants, des Guinéens, des citoyens tout simplement, qui ont des passeports de service. Ils ne sont pas au service de l'État. Qui ont des lettres de mission. Ils ne sont pas à la mission de l'État. Qui ont des passeports diplomatiques. Ils n'ont rien à voir avec cela. Ils n'ont aucun critère pour pouvoir rappeler tout cela. Donc si aujourd'hui on veut retirer les mêmes documents et éventuellement remplacer par d'autres documents, c'est une façon de rompre aussi, de ne pas de faire en sorte que ces documents de voyage officiels ne soient pas à la portée de tous. Je pense que c'est de cela il s'agit. Ne voyons pas la petite bête partout en trouvant des arguments subjectifs erronés pour dire que voilà encore de l'amateurisme. Non, c'est du professionnalisme. Monsieur Kaba, tous ces actes vous rassurent, c'est ça? Non, ce sont des actes rassurants, ce sont des actes à soutenir, ce sont des actes franchement qui vont nous permettre de rompre avec les habitudes et les comportements du passé. C'est de la refondation. Merci Monsieur Kaba de vous avoir prêté à nos questions. Merci pour l'invitation. Film Soir.
le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Nous voici sur la ligne d'arrivée de Film Soir, notre deuxième grand rendez-vous d'information consacré, vous savez, à l'essentiel de l'actualité de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Il a été conduit aux opérations techniques par Salimatou Diariouba, réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique de Film Guinée, avec la coordination d'Aliou Bangora et de Arissa Tousso. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et bien, toutes ces informations sont à retrouver en langue nationale sur les coups de 19h dans l'émission Vestibule avec Moussa Sekou et toute son équipe d'ici là. Prenez soin de vous, où que vous soyez et dans le monde, en compagnie des programmes de Film Guinée, et restons concentrés.